Bonjour à tous, ici Christian Latreille et toute l'équipe à Montréal. On vous présente dans quelques instants, quelques secondes même, le point de presse du premier ministre François Legault, qui est à Montréal avec son ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique du Québec, M. Boileau. M. Legault qui a senti probablement le besoin de s'adresser aux Québécois parce qu'on sent en ce moment beaucoup de mécontentement dans la population, une chute aussi dans l'adhésion aux mesures sanitaires. Alex Boissonneau va suivre ce point de presse pour nous également et va l'analyser en début et à la fin. Alex, bonjour. Bonjour, Christian. Alors, je pense, oui, que le premier ministre a senti là, qu'il devait prendre la parole pour envoyer, si on peut dire, là, une bouffée d'oxygène aux Québécois, en tout cas leur laisser sentir, croire là, qu'on va peut-être revenir là, à quelque chose d'un peu plus normal, parce que la vraie normale, ça nous étonnerait qu'on y arrive là, bientôt. Mais chose certaine, là, dans le monde des sports, dans le monde du théâtre, dans le monde de la restauration, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui qui les attendent. Exactement. Puis ce qui est intéressant aussi pour ces gens-là, c'est qu'on pourra prévoir dans les prochains jours, remplir le frigo, préparer les employés, rappeler les employés aussi. Donc, juste cette prévision-là, c'est bien accueilli dans l'industrie. Donc, là, ce qu'on doit annoncer maintenant, selon nos informations, c'est la possibilité pour les restaurants, notamment, d'ouvrir leurs portes à partir de lundi à la moitié de leur capacité. Ça veut dire qu'aux tables pourront se rencontrer 2 bulles familiales ou un maximum de 4 personnes. Encore une fois, c'est selon nos informations, ça va être confirmé dans les prochaines minutes. Mais on pourra commencer à reprendre cette normalité dont vous parliez. Parce qu'ils n'en peuvent plus, là. Hein? Ils n'en peuvent plus. On l'a senti. Cette pâtissière au Saguenay a sonné l'alarme. On sent qu'il y a une dissidence. Hein? Est-ce que c'est trop fort comme mot, Alex? Non, effectivement. Puis vous l'avez dit aussi, il y a peut-être une diminution de l'adhésion. On a senti beaucoup de critiques aussi. Des entrepreneurs qui ont réagi aujourd'hui là, au regard des informations qui commençaient à être publiées en disant qu'il ne faut plus que ça se passe comme ça à partir de maintenant. On ne peut plus jouer au yo-yo. On ne peut plus fermer dès qu'il y a une augmentation du nombre de cas ou une augmentation des hospitalisations. Donc, on essaie de trouver une nouvelle formule lorsqu'il y aura une mauvaise situation épidémiologique. Mais au moins, on est content de pouvoir tourner la page sur la crise qu'on vient qui, on l'espère, se termine là, avec le reflux de la 5e vague. Parce que l'objectif, c'est toujours de protéger le réseau de la santé, qui est toujours très fragile, mais c'est pas depuis hier qu'il est fragile. Il est fragile depuis des années et des années. Mais là, c'est qu'on veut cesser de paralyser une population de plus de 8 millions de personnes. Pour 1000 personnes qui sont malades à l'hôpital, elles sont importantes, ces personnes-là, il faut en prendre soin. Exact. Mais quand même, il faut trouver, comme vous le dites, une façon d'opérer là, pour arrêter de faire en sorte que tout le monde arrête de respirer là, aux 2 mois. On va entendre M. Legault et on vous retrouve après, Alex. Sans faute, au revoir. Bonjour tout le monde. Bien, je vous disais la semaine passée qu'on voyait la lumière au bout du tunnel. Bien, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du tunnel. Par contre, le train de la santé est magané, puis il est magané depuis plusieurs années. Donc, je veux commencer par vous parler justement de cette refondation qui est nécessaire dans le réseau de la santé pour, entre autres, être capable d'augmenter la capacité hospitalière. Cette refondation-là, ça doit se faire autour du personnel, des personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Évidemment, ça va prendre plus de personnes. Puis si vous prenez, par exemple, les infirmières, bien, on sait tous que former une infirmière, ça prend 3 à 5 ans. Donc, il faut quand même garder ça en tête. Il faut être réaliste. Oui, on a mis des incitatifs, entre autres des bourses, pour ceux qui veulent aller étudier dans les cégeps, dans les universités. Donc, il y a des incitatifs. Puis j'en profite d'ailleurs pour faire un appel à tous, là, les jeunes et les moins jeunes qui n'ont peut-être pas encore choisi leur carrière, qui hésitent. Bien, écoutez, avec le vieillissement de la population, ça va être important d'avoir plus de monde qui s'occupe de notre monde. Donc, c'est une profession qui est valorisante. Et, bien, si vous hésitez, là, dites-vous qu'il va y avoir beaucoup d'emplois de disponibles dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Donc, aller étudier en soins infirmiers, là, c'est une très bonne idée de carrière. Maintenant,
Oui, ça prend plus d'infirmières, mais il y a d'autres moyens pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé. Puis Christian, il travaille très fort. Je le disais, le principal défi, c'est autour des personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Ce que ça veut dire, là, c'est que au-delà des conventions collectives, des syndicats, ce qui est important, c'est de valoriser le jugement, d'être capable de valoriser l'initiative, de valoriser l'autonomie de chaque personne qui travaille dans le réseau de la santé. Et c'est ce que Christian, Sonia ont commencé à faire en négociant la dernière convention collective. On s'est donné plus de marge de manœuvre, entre autres, je donne un exemple, préparer des horaires localement, donc décentraliser des décisions, se donner aussi des incitatifs pour combler les quarts de travail qui sont plus difficiles à combler le soir, la nuit, la fin de semaine. Essayer aussi d'inciter plus de personnes à travailler à temps plein. On le dit souvent, on ne pourra jamais avoir un réseau de la santé efficace avec 40 des infirmières qui sont à temps partiel. Ce qui est important aussi, puis on y travaille, puis ça devrait arriver bientôt, c'est sur des formations accélérées pour des agents administratifs et pour des infirmières auxiliaires. Donc, l'idée, c'est que les infirmières puissent déléguer des actes qui sont possibles d'être délégués pour se concentrer sur les tâches qui sont plus principales. Donc, ça s'en vient. Là. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui sont en formation actuellement. Donc, ça va aider à améliorer l'efficacité, à améliorer la capacité de notre réseau. Évidemment, on en a parlé depuis longtemps, puis ça aussi, il faut y travailler, les médecins de famille. On ne réussira jamais à avoir un réseau de la santé efficace si on continue d'avoir autant d'interventions mineures, là, ce qu'on appelle dans le jargon les P4, P5, qui sont faites dans les urgences plutôt que d'être faites dans les cliniques de médecins de famille. Donc, les discussions se poursuivent aussi de ce côté-là. Donc, il y a vraiment toute une refondation à faire, mais il faut être réaliste. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain qu'on va être capable d'augmenter la capacité. Puis tant qu'on n'est pas capable d'augmenter la capacité hospitalière, bien, on va être limité du plafond et donc il faut être prudent. Donc, en attendant, on n'a pas le choix que d'être responsable, nous au gouvernement, mais aussi tous les citoyens au Québec. Je reviens sur la situation avec quelques chiffres. Bon, la semaine passée, on avait à peu près 3400 hospitalisations COVID. Hier soir, on a terminé à 3278. Donc, il y a une baisse, mais comme vous le voyez, ça baisse pas vite. Donc, hier soir, on a passé, Christian et moi, là, plus de 2 heures avec les experts de l'INSPQ, les experts de l'INES, les experts de la santé publique. Puis ce que nous disent les experts, c'est qu'il devrait y avoir une petite baisse des hospitalisations dans les prochaines semaines, mais l'intervalle là, de confiance est très large. Donc, est-ce que ça va être petit? Est-ce qu'on va être stabilisé? Est-ce qu'il va y avoir une forte baisse? Il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a toujours 12 000 travailleurs qui sont absents dans le réseau de la santé. Bon, donc, c'est la situation qu'on a devant nous. Je le disais, il faut être responsable. Je comprends, on est tous conscients là, que beaucoup de Québécois sont tannés des consignes. Ça fait 22 mois. Je comprends aussi qu'il y a beaucoup de Québécois que ça commence à affecter leur santé mentale. Donc, on a convenu avec la santé publique de vous annoncer aujourd'hui quelques petits assouplissements, mais l'idée, c'est d'y aller graduellement, prudemment, donc d'y aller tranquillement. Comme on dit en québécois, il faut y aller mollo. Donc, si vous aviez
un mot à retenir aujourd'hui, c'est le mot mollo. Il faut y aller mollo. Donc, il faut commencer par des petites rencontres. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, 31 janvier, ça va être possible de se voir dans les maisons, les logements, 4 personnes, maximum 2 bulles. Donc, ça peut être 4 personnes d'adresses différentes ou 2 bulles de 2 maisons différentes qui pourraient aller à plus que 4 personnes. Pour les restaurants, on a décidé de faire la même chose. Donc, il y a des gens qui sont habitués de se rencontrer dans des restaurants plutôt que dans les maisons. Donc, à partir de lundi prochain, le 31 janvier, les salles à manger vont pouvoir rouvrir à 50 de capacité, mais les personnes vont pouvoir être juste maximum soit 4 personnes, soit 2 bulles à chaque table, avec le passeport vaccinal, évidemment. L'autre chose qu'on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, c'est ce qui se passe dans les résidences personnes âgées. Je comprends très bien que les résidents, les personnes qui vivent dans les résidences personnes âgées, actuellement, ont le droit juste à un ou une visiteur, là, proche aidant. C'est dur pour les personnes âgées. Donc, là, on a convenu avec la santé publique que dans les CHSLD, ça va maintenant être un maximum de 2, mais une à la fois. Puis dans les RPA, ça va être un maximum de 4, mais 2 à la fois. Ça, c'est important de le préciser. Mais je veux aussi apporter une précision importante. Puis je veux m'adresser aux propriétaires de résidences personnes âgées. D'abord, déjà, c'est permis dans les espaces communs d'avoir 4 personnes qui mangent à la même table. Je parle de 4 résidents. Il y a malheureusement des résidences où les personnes ne sortent pas de leur chambre et il faut trouver un moyen. Là, je comprends que c'est fait de bonne foi. Les propriétaires veulent être prudents, veulent pas de contamination, veulent pas répéter ce qui s'est déjà passé, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Les personnes qui sont dans un CHSLD, dans un RPA, ont besoin de voir d'autres personnes. Puis je pense que c'est important qu'ils puissent aller manger avec des tables de 4. Même chose qu'on a vu tantôt dans les restaurants. Bon, l'autre dossier sur lequel c'est important de travailler, et on va faire des changements dès lundi prochain, le 31 janvier, ce sont les sports pour les jeunes. On le sait, les jeunes ont fait beaucoup de sacrifices depuis le début de la pandémie. C'est important, les sports pour les jeunes. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, le 31 janvier, tous les sports en parascolaire vont être permis. Puis tous les sports là, qu'on appellerait civils, là, qui sont à l'extérieur des écoles, vont aussi être permis, maximum 25 personnes, mais c'est important de le dire, seulement pour les personnes de moins de 18 ans. Puis, c'est important aussi de dire que puis la santé publique qui tient beaucoup, pas de compétition. Là, donc, on peut aller faire, par exemple, des pratiques au hockey, mais malheureusement, pas de match. Peut-être une précision aussi, à partir de lundi prochain, ça va être clair que dans les chalets, dans les cafétérias de chalets de ski, bien, les cafétérias, un peu comme les restaurants, vont pouvoir être ouvertes à 50 % de capacité avec toujours le passeport vaccinal. Puis toujours le 31 janvier, le biodôme, les aquariums, les jardins botaniques, le planétarium, on va leur permettre d'ouvrir à 50 % de capacité. Et pour l'instant, pour ce qui est de la première phase du 31 janvier, on arrête là. Maintenant, on vous annonce aussi aujourd'hui une deuxième phase pour lundi, le 7 février. Bon. Première chose qui est revenue souvent, la culture. C'est important. Québécois ont hâte de revoir leurs artistes. Donc,
ce qu'on fait comme premier pas le 7 février, ça donne un petit peu de prévisibilité, c'est que les salles de spectacle, les cinémas, les centres pour les parties de hockey vont pouvoir rouvrir avec 50% de capacité, maximum 500 personnes. Donc, c'est quand même un effort qui est fait de ce côté-là à partir du 7 février. L'autre activité qui est importante, il ne faut pas sous-estimer ça pour plusieurs Québécois, c'est la fréquentation des lieux de culte. Il y a encore beaucoup de Québécois pour qui c'est presque un service essentiel d'aller à la messe dans une église le dimanche. Donc, on va permettre, à partir du 7 février, la réouverture, des lieux de culte, 50% de capacité, maximum 250 personnes, ce qui revient à peu près au même là, dans les églises, puis toujours avec le passeport vaccinal, sauf pour les funérailles et les salons funéraires, où pour des raisons humanitaires, on va permettre 50 personnes, et ce, sans obligation de passeport vaccinal. Donc, les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui s'arrêtent là. Je sais qu'il y a des activités qui sont pas mentionnées. On est au courant. Je pense entre autres au sport pour les adultes. Je pense entre autres au gym. Je pense entre autres au spa. Mais pour l'instant, la santé publique nous dit que ça viendra dans une troisième étape, le plus rapidement qu'on soit capable d'avoir un peu plus de certitude sur, entre autres, la situation dans les hôpitaux, donc la capacité. J'ai bien entendu toutes sortes de personnes nous dire on aimerait ça avoir plus de prévisibilité, on aimerait ça avoir un calendrier pour toutes les prochaines semaines, les prochains mois, pour tout le déconfinement. Moi aussi, Christian aussi, on aurait tous souhaité avoir un calendrier plus complet, mais en même temps, je pense qu'il faut être réaliste. Quand on parle aux experts, il y a beaucoup d'incertitudes dans les prochaines semaines, donc il faut être responsable, il faut être humble aussi, parce que on l'a vu depuis 22 mois, il y a eu 5 vagues, donc 5 hausses, 5 baisses. Qui aurait prévu au début du mois de décembre qu'on aurait un variant qui nous amènerait au niveau qu'on a vu dans les dernières semaines? Il y a encore beaucoup d'incertitudes, puis il faut être humble, puis il faut accepter de s'ajuster et il faut être responsable, il faut être capable, évidemment, de prendre les décisions pour minimiser le nombre de décès, mais aussi pour respecter la capacité hospitalière. Et si vous voulez aider le personnel des hôpitaux, on le répète, le plus important, c'est d'aller chercher sa première, deuxième, troisième dose. Le ministre Lionel Carman vous a expliqué hier qu'il va y aller quartier par quartier pour au moins informer les personnes qui n'ont pas encore eu leur première dose. Pour les personnes plus vulnérables, je pense entre autres aux personnes de 60 ans et plus, c'est important d'aller chercher la troisième dose. On est à 95 % première dose, 94 deuxième dose, mais 76 % troisième dose. Il faut augmenter ce 76 %-là parce que, évidemment, quand il n'y a pas 3 doses, il y a un risque plus grand de se retrouver à l'hôpital. Donc, je conclus en vous disant que je comprends que les gens sont tannés, mais en même temps, il faut être prudent, il faut penser à chaque jour au personnel qui est au front depuis longtemps dans nos hôpitaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Merci tout le monde. Good afternoon. Bonjour à chacun et chacune. Notre réseau de santé a besoin d'une remise en état et il faut fonder cela sur le personnel lui-même. Nous sommes en effectifs insuffisants
On a des bourses pour les étudiantes en infirmerie, mais cela prend de 2 à 3 jusqu'à 5 ans pour former une infirmière. Et là, j'en profite pour faire appel à tous les jeunes et les moins jeunes qui cherchent une nouvelle carrière. Avec le vieillissement de la population, nous aurons besoin de plus en plus de gens pour offrir des soins pour nos compatriotes. Donc, pour toute personne qui se préoccupe des autres, c'est vraiment une profession très nourrissante. Alors, nous faisons tout le nécessaire pour en arriver à un réseau de santé plus solide à l'avenir, mais cela prendra quelque temps avant que nous ne puissions rebâtir notre réseau de la santé. Cela prendra quelque temps pour augmenter la capacité de nos hôpitaux et, entre-temps, il nous faut rester prudents. À partir de lundi prochain, le 31 janvier, les rassemblements privés seront permis jusqu'à 4 personnes ou 2 familles ensemble. Les restaurants pourront rouvrir avec leur salle à manger à 50 de capacité, 4 personnes au maximum ou 2 bulles familiales par table avec le passeport vaccinal. Je suis très sensible également à l'importance du sport parmi les jeunes. Par conséquent, le 31 janvier, les jeunes dans les écoles primaires et secondaires seront en mesure de reprendre leurs activités parascolaires. Les sports sont aussi ouverts aux civils pour ceux qui ont moins de 18 ans. Ce sera permis pour un maximum de 25 personnes en tout temps, mais pas de compétition pour l'instant. Ensuite, nous aurons une deuxième phase. À partir du 7 février, nous allons permettre les salles de cinéma et les salles de théâtre à ouvrir à 50 de capacité avec un maximum de 500 personnes. Aussi, à partir du 7 février, les lieux de culte pourront rouvrir leurs portes à 50 de capacité avec un maximum de 250 personnes, toujours bien sûr avec le passeport vaccinal. Entre-temps, si vous voulez aider le personnel de la santé, la meilleure chose, c'est d'obtenir votre première, deuxième, voire votre troisième dose. Ceci réduit de beaucoup la probabilité que vous vous retrouviez à l'hôpital. C'est important, surtout pour les gens qui ont 60 ans et plus. Nous avons des plages de rendez-vous possibles. Nous pouvons même devancer votre rendez-vous. Je vous remercie. La période des questions pour les journalistes. On va débuter par ceux qui sont présents en salle. Une question, une sous-question par journaliste. Henri Ouellet-Vézina, La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Question pour M. Legault. Bon, vous annoncez des allègements aujourd'hui alors que, vous l'avez dit, les hospitalisations diminuent, mais pas à un rythme très marquant. Ma question serait donc, selon les projections que vous avez, là, puis je sais qu'il y a de l'incertitude, mais pour donner le plus de prévisibilité aux gens, c'est quoi votre objectif au niveau de la baisse des hospitalisations d'ici à l'application des nouveaux allègements? Qu'est-ce qui vous satisferait et qui vous permettrait de passer à la troisième étape dont vous parlez? Bien, je peux peut-être commencer, puis je demanderai au Dr Boileau, mais c'est sûr que, puis vous allez le voir dans les prévisions qui vont être publiées par l'INES ce jeudi, là, dans 2 jours, que selon les données à jour, on pouvait prévoir 2500 hospitalisations au bout de 2 semaines. Alors déjà, c'est une tendance qu'on trouve encourageante parce que, comme le premier ministre a dit, on est en ce moment à peu près à 3200. Fait que les projections sont un élément important. Le deuxième élément important qui nous porte à le faire de façon graduelle, mais d'avoir fait les annonces d'aujourd'hui, c'est beaucoup la question de la vaccination qui continue d'augmenter, même si on trouve que ça ne va jamais assez vite, là, mais on le voit particulièrement dans nos populations à risque, mais aussi le fait que l'antiviral est maintenant arrivé, puis on va pouvoir commencer à voir comment ça fonctionne. Donc, vaccination et antiviral, c'est quand même un signe très positif. La situation dans les ressources humaines, elle est serrée, parce qu'on a dit qu'on est encore à 12 000 absents, mais le fait qu'on a eu plus de 1000 fonctionnaires qui ont levé la main pour venir nous aider justement les fins de semaine, donc ce qu'on appelle, nous, les horaires défavorables, c'était quand même un élément important. Puis la bonne collaboration qu'on a avec les grandes centrales syndicales en ce moment nous aide beaucoup à voir justement qu'on peut changer les choses. Donc,
ces trois grands facteurs-là, c'est-à-dire les projections, la vaccination, puis une certaine stabilité dans nos situations en termes de ressources humaines, nous disait que là, on pouvait passer un peu à la santé mentale, qui était le point où on était rendu. Alors, donc, je vous résumerai ça comme ça. Docteur Boileau, je ne sais pas si... Bien, je pense que vous avez très bien dit ça, Monsieur le ministre. Peut-être juste aussi ajouter que sur le fond, il faut surveiller comment évolue cette pandémie-là, de regarder le nombre de cas qui sont déclarés. Il y aura des mécanismes aussi pour capter d'une façon plus complète le nombre de cas qui se déclarent justement à la maison. Et puis, on va regarder le milieu scolaire, le milieu de la santé. Donc, on va faire évidemment la surveillance épidémiologique avec les autres critères qui viennent d'être mentionnés. En suivi, peut-être, M. Dubé, j'aurais aimé vous entendre sur l'impact de la 5e vague sur le plan de rattrapage dans les chirurgies. On en est où? Est-ce qu'il y a une révision du plan de rattrapage qui est en vue, sachant que, bon, il y a quand même encore du délestage qui se fait, mais c'est quoi vos pronostics à ce chapitre? Bien, écoutez, de façon générale, puis je vais vous donner une réponse courte, ça varie entre 40 à 50 à quel taux on opère dans l'ensemble du Québec. C'est sûr qu'il y a des endroits que c'est moins que ça, puis d'autres plus, mais la moyenne est à 40-50 Ce qui est notre grande préoccupation, c'est ce qu'on appelle les opérations urgentes, les opérations, par exemple, de chirurgie, d'oncologie. Et ça, on a eu, c'était la première fois la semaine dernière qu'on dépassait un peu nos temps pour à peu près 200 cas. Alors ça, c'est sûr que on va surveiller ça aussi parce que c'est probablement là qu'on doit surveiller le plus. Mais je vous dirais que de façon général, puis on se croise les doigts quand on le dit, mais d'être capable d'être à peu près à 40-50 avec du personnel qui rentre, parce qu'encore une fois, c'est beau avoir des lits, mais il faut avoir du personnel pour les opérer. Fait que ça, on en a parlé beaucoup hier soir, justement, avec le docteur O'Patterney. Puis même si c'est pas la situation idéale, il y avait quand même une stabilisation au niveau. Puis on l'entend, là, on parle à nos spécialistes, vous les entendez, les docteurs Weiss, les gens qui sont sur le terrain, ils nous le disent, on sent une certaine, je dirais un certain plateau, je ne veux pas dire le mot accalmie, mais on le sent dans le réseau que c'est moins grave que c'était il y a une semaine, mais il faut rester très, très prudent. On va passer à la presse canadienne. Oui, bonjour à vous trois. Ma question est peut-être davantage pour le docteur Boileau. Je voudrais comprendre pourquoi on autorise d'abord la réouverture des salles à manger et les rassemblements privés avant la réouverture des salles de spectacle et de cinéma. Est-ce que ces salles-là sont plus à risque? Est-ce qu'ils représentent davantage un risque? Et en quoi la fermeture des salles de spectacle et de cinéma ont été bénéfiques comme mesure pour contrer le virus dans les dernières semaines? En fait, l'idée ici, ça a été de réduire le plus possible le nombre de contacts pour diminuer la transmission de ce virus-là qui est extrêmement contagieux, on le répète encore. Alors, maintenant qu'on a probablement atteint, en toute vraisemblance, on a atteint le pic des cas en arrière de nous, qu'on voit diminuer les hospitalisations, on est capable d'ouvrir les différents endroits dans une progression qui est avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, pourquoi les salles de spectacle? Il n'y a eu pas beaucoup de cas dans les salles de spectacle, les salles de cinéma. Ça, on est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'on l'annonce pour le 7 février. Et cet étapisme-là va aussi avec le sens d'une progression et qui a du bon sens dans les circonstances à cause de la fragilité avec laquelle on vit encore sur le système de santé. Puis peut-être rajouter un principe qu'on a discuté longuement dans les derniers jours. Puis vous noterez que les principales annonces qu'on fait pour le 31, c'est des petits rassemblements. Rassemblement à la maison, rassemblement au restaurant, petites équipes de sport. Alors que ce qu'on annonce pour le 7 février, c'est beaucoup plus des plus grands rassemblements. Donc on y va non seulement de façon graduelle, mais exactement ce que le docteur Boileau vient de dire, des rassemblements qui permettent de travailler sur des petits contacts, voir comment ça réagit, puis après ça, on passera au plus grand rassemblement. Si je peux me permettre, il y a aussi cette question de santé psychologique pour permettre aux gens de socialiser plus encore. Alors, en permettant des rassemblements avec leur famille, les amis, les voisins, que ce soit dans les restos, ça vient pallier à ça. Celui du 7, c'est des divertissements. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne socialise pas quand on va au théâtre, là, mais ça veut dire que c'est un objectif qui est d'une autre nature et qui suit de très près. OK, merci. Et ma prochaine question était pour M. Legault. J'aimerais vous entendre sur la proposition de Dominique Anglade et du Parti libéral de mettre sur pied une escouade de déconfinement là, pour coordonner la réouverture des différents secteurs de l'économie et offrir plus de prévisibilité.
Que pensez-vous de cette proposition-là? Et je comprends qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, comme vous dites, mais quelle est votre stratégie au gouvernement pour justement éviter d'autres fermetures économiques et donner davantage de prévisibilité aux entreprises s'il y a une nouvelle vague qui se présente? Bien, d'abord, pour ce qui est d'avoir une équipe qui travaille sur des plans de déconfinement dans chaque secteur, que ça existe déjà. Donc, les ministres concernés, par exemple, la ministre de la Culture pour la culture, la ministre du Sport pour les sports, ça existe déjà, tout ça. Donc, on ne veut pas ajouter un comité puis de la bureaucratie de plus. Puis pour ce qui est de la prévisibilité, bien, on est tous d'accord avec ça, là, mais à un moment donné, quand on regarde l'incertitude sur les projections, bien, à un moment donné, on est obligé de se fier à la santé publique qui n'est pas capable, pour l'instant, là, avec raison, de nous dire exactement ce qui va se passer dans chacune des prochaines semaines. Donc, on annonce qu'on est capable d'annoncer, mais à un moment donné, il faut être responsable, il faut être humble devant les prévisions. On va passer aux questions des journalistes en ligne. Même principe, une question, une sous-question. On va débuter avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Ma première question sera au Premier ministre. Monsieur Legault, les restaurateurs, vous savez, ils ont été très affectés depuis le début de la pandémie. Vous allez leur permettre d'ouvrir à 50% de leur capacité dès lundi. Ce qui risque de leur faire mal, ils l'ont dit à de multiples reprises depuis le début de la pandémie, c'est le télétravail. Parce que dans les centres-villes, il n'y a pas beaucoup d'achalandage. Est-ce que c'est là pour rester? Ça tue les centres-villes actuellement, le télétravail? Bien, pour l'instant, le télétravail, c'est là pour rester. Éventuellement, on espère être capable de retourner dans les centres-villes, retourner graduellement à une vie normale, mais pour l'instant, c'est là pour rester. Donc, je comprends que c'est désavantageux pour les restaurants, mais actuellement, ce qu'on est capable de se permettre, là, puis on s'avance un peu, c'est qu'on dit aux restaurants, bien, étant donné qu'on va jusqu'à 4 personnes dans les maisons, on va aller aussi jusqu'à 4 personnes par table dans les restaurants. Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. La deuxième question sera pour le ministre de la Santé, M. Dubé. Monsieur le ministre, vous avez lancé la fameuse plateforme d'autodéclaration des tests rapides. Sauf qu'actuellement, on n'utilise pas la pleine capacité des tests PCR qui sont plus fiables au niveau de la gestion de la pandémie. L'autodéclaration, c'est un peu difficile d'avoir un portrait juste, non? Bien, Monsieur Laforêt, premièrement, bonjour. Je vais répondre à la question en deux parties. Je vais prendre la première partie, puis je vais laisser le docteur Boileau parler des tests PCR. Rapidement, sur la question de la plateforme, on a dit, et en fait, on avait promis qu'elle serait en ligne cette semaine. Elle est en ligne depuis ce matin. Puis on répondra peut-être plus tard, là, dans les prochains jours, pour voir comment tout ça fonctionne. Parce que moi, ce que j'appelle, on fait un lancement doux, là, c'est-à-dire un lancement où les gens vont pouvoir le tester. On va voir s'il y a des petits problèmes à régler. Il y a toujours des petits enjeux lorsqu'on lance une nouvelle plateforme. Mais on a un objectif très clair avec cette plateforme-là. C'est qu'on veut que les gens s'habituent à utiliser les autotests. Ça doit devenir, on le dit là, on s'en va vers un monde où il va falloir vivre avec la pandémie, il va falloir s'auto-tester régulièrement, puis c'est pas la dernière fois. Donc, pour moi, il y a des objectifs très différents avec cette plateforme-là. Puis j'invite, merci pour votre question, mais j'invite les gens à aller voir la plateforme. Vous allez sur québec.ca, vous allez dans la section COVID avec les tests rapides. Puis en allant sur tests rapides, vous allez voir, il y a un lien avec la plateforme. C'est très facile. Vous rentrez votre nom, vous rentrez la date que vous vous êtes auto-testé et vous dites si vous avez fait un test négatif ou positif. Puis je vous inviterai pour le tester à bien rentrer les tests que vous avez faits dans les dernières semaines. On sait là, que depuis la mi-décembre, il y a eu beaucoup de gens qui se sont testés eux-mêmes, puis avec l'arrivée maintenant massive des autotests dans les pharmacies, ça va devenir un outil très intéressant qui, selon nous, complète ce qu'on a avec le PCR. Puis pour ce qui est des PCR, bien, je laisserai le docteur Boileau répondre à votre question, M. Laforêt. Bien, écoutez, d'abord, sur cette plateforme-là d'autodéclaration, c'est un outil de plus qu'on va avoir pour faire de la surveillance de l'évolution de la pandémie dans la communauté. C'est pas parfait, mais c'est un outil qui s'ajoute aux autres qu'on a, puis ça va être précieux, je suis convaincu. L'autre chose, c'est sur les tests PCR. Effectivement, s'il y a moins de demandes pour les tests PCR, on est en train de reviser
l'utilisation de ceux-ci pour faire en sorte qu'on puisse ajouter d'autres clientèles. Mais faut se souvenir aussi que tous ces tests PCR passent par des laboratoires. Les gens ont beaucoup d'autres travail à faire dans les contextes hospitaliers actuellement. Donc, il faut tenir ça en considération, mais on y avance et on va arriver avec des formules différentes éventuellement. Voilà. On va maintenant passer à Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Boileau. Bonne année. C'est la première fois qu'on se parle depuis un certain temps. Monsieur Legault, d'abord, je voudrais que vous me donniez peut-être un aperçu de ce que vous avez parlé de la refondation du système de santé tout à l'heure. Est-ce que c'est possible parce que c'est pas la première fois là, qu'on parle de faire une réforme dans le système de la santé, dans la façon dont ça fonctionne. Vous avez parlé de décentralisation, etc. Est-ce que c'est possible de le faire avec les mêmes moyens qu'on a actuellement? Est-ce qu'éventuellement, il va falloir penser à ajouter ou en fait à bonifier le budget de la santé? Est-ce que c'est possible de le faire dans l'état actuel des choses avec le taux de taxation actuel? Et quand est-ce que vous allez présenter un plan là, de réforme précis pour dire voici ce qu'on veut faire pour réformer le système de santé? Est-ce que ce sera fait avant l'élection? Oui, bien, je commence. D'abord, bonne année, M. Lacroix. D'abord, pour ce qui est du plan, ce que je comprends, c'est que le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait le déposer en février. Donc, ça répond à une de vos questions. Maintenant, pour refonder le réseau de la santé, la première étape, c'était d'avoir le courage de revoir nos conventions collectives. Ça, c'était fait par Sonia Lebel puis par Christian. C'était signé à l'automne dernier. Ça ne s'applique pas facilement. On ne peut pas mettre ça en œuvre du jour au lendemain, mais ça nous aide. Ça nous aide beaucoup à réorganiser le travail, à le rendre plus efficace, à décentraliser, entre autres, la fabrication des horaires de travail et aussi être capable de mettre l'accent sur les quarts de travail qui sont difficiles à combler, à mettre plus l'accent sur le personnel à temps plein. Maintenant, pour ce qui est du coût, c'est sûr qu'on va avoir besoin de réinvestissement dans le réseau de la santé. J'en profite pour parler du gouvernement fédéral. On a eu encore des discussions la semaine dernière. La conférence des premiers ministres des provinces est unanime. Il faut que le gouvernement augmente sa contribution qui actuellement est à 22 % seulement des dépenses totales de santé. Donc, les Québécois envoient 40 % de leurs impôts à Ottawa, mais Ottawa ne contribue qu'à 22 % des dépenses de santé. Puis les dépenses de santé, entre autres à cause du vieillissement de la population, augmentent plus rapidement que les revenus. Donc, c'est un fardeau que le gouvernement fédéral doit partager avec les provinces, puis que ce soit en Ontario, en Colombie-Britannique ou dans n'importe quelle province, toutes les provinces ont ce problème-là. Donc, oui, il va falloir avoir un meilleur financement et on va avoir besoin du gouvernement fédéral. Merci. Ma deuxième question touche à l'obligation pour les magasins à grande surface d'imposer en fait le passeport vaccinal. Ça a fait quand même des mécontents. Là, on a entendu plusieurs critiques depuis un certain temps. Des gens qui disent, en fait, ce que disent les propriétaires de magasins, c'est que vous leur imposez le fardeau à eux, là, de serrer la vis, si l'on veut, aux gens qui sont pas vaccinés. Est-ce que vous avez l'intention de reculer là-dessus? Est-ce que c'est une mesure qui est juste pour les propriétaires de grandes surfaces? Et est-ce qu'il y avait d'abord de la contamination que vous avez notée à la santé publique, par exemple, qui venait de ces grands magasins-là? Moi, je vais commencer avec la première partie, puis pour la question de contamination ou du reste de votre question, là, je vais laisser au Dr Boileau. Premièrement, je vous rappellerai qu'on apprécie beaucoup, parce que je l'ai vu dans plusieurs reportages hier, que de façon générale, la première journée dans les grands centres, c'est quand même fait très bien. Maintenant, est-ce qu'il est normal, lorsqu'on impose un changement comme ça,
qu'il y ait des gens qui commandent. Je veux dire, on a vu, rappelez-vous, on a vu la même chose en septembre dernier avec les restaurants. Les gens nous disaient, pourquoi vous nous imposez cette... Puis c'est devenu presque un réflexe maintenant d'utiliser le passeport vaccinal pour aller au restaurant. Maintenant, on l'a fait pour la SAQ, pour la SQDC. Donc, je pense qu'on est dans la gestion de changement. Puis j'apprécie beaucoup que dans la plupart des endroits, ça s'est fait quand même très, très bien. Maintenant, avant de passer la parole à M. Boileau, je vous dirais que ce n'est pas uniquement une question d'éclosion. On a bien dit que ce qu'on voulait avec les vaccinés, puis c'est vraiment de les protéger aussi. Et de les protéger, ça veut dire limiter les contacts. Puis là, c'est là que je pense qu'il est important de dire qu'on ne fait pas ça pour être malcommode, au contraire. Mais il faut être capable de rejoindre toutes les couches de la population. Et c'est ça qu'on fait avec les mesures additionnelles, parce que les gens qui sont vaccinés s'attendent que quand ils vont dans des endroits publics, ils sont dans des endroits où ils sont protégés. Et ça faisait partie de notre démarche avec les grandes surfaces. Peut-être pour la question des éclosions, je passerai la parole au Dr Boileau. Écoutez, il n'y a pas eu de preuves qui se sont établies au fil des derniers mois sur le fait que quelqu'un ait été contaminé en allant à telle place ou à telle autre. On a ça par des regroupements, par exemple, jouer au hockey ou des restos ou des choses comme ça, c'est-à-dire des rencontres. Mais c'est évident, ça se pose même pas là, comme sujet pour nous, que plus on réduit les contacts, moins on a de risque de recevoir le vaccin ou de le transmettre, pas le vaccin, excusez-moi, l'infection, et de développer la maladie. Je pense que ça a tellement été dit que je me demande si ça vaut la peine de leur dire, mais ceux qui sont vaccinés puis qui sont adéquatement vaccinés réduisent énormément le risque de développer des maladies graves et les morts. Alors, la mortalité. De sorte que même dans la 5e vague, là, ceux qui sont de moins de 60 ans, moins de 50 ans, tout ça, c'est 80-90% de ceux qui décèdent sont des gens qui n'avaient pas une vaccination adéquate. Alors, donc, si on doit prescrire quelque chose, c'est une bonne dose de rappel pour ceux qui ont déjà bénéficié de la vaccination. Puis pour ceux qui ne l'ont pas eu, une bonne dose de prudence. Alors, l'idée ici, c'est de diminuer les risques d'être contaminés. Parce qu'éventuellement, ils vont être contaminés, mais c'est de diminuer ce risque-là pour ne pas que ça arrive tout en même temps. Puis ça va dans cet esprit-là. Il faut donc être très prudent. Et c'est très fragile, le système de soins. On l'a dit en tout début. Donc, il faut miser sur la vaccination, encourager les gens à aller chercher cette vaccination-là qui est utile pour eux, utile pour tout le monde. Puis pour ceux qui ne font pas ce choix-là, les inviter à être extrêmement prudents parce que c'est pas un bon choix. Puis je rajouterais que hier, je regarde les statistiques, là, il y a plus de 3000 personnes qui sont allées chercher leur première dose hier, ce qui est au moins le double de ce qu'on avait eu la journée d'avant. Alors, je pense que les gens, tranquillement, comprennent le message qu'on fait ça pour eux. Merci beaucoup. On va passer à Hugo Lavallée, Radio-Canada. Question pour Dr Boileau. D'abord, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, parce que vous avez beaucoup insisté là, quand vous avez expliqué les assouplissements annoncés qu'il y avait un élément important de santé psychologique dans cette décision-là. Est-ce donc à dire que si on se fiait juste à la situation dans les hôpitaux, là, dans l'état actuel des choses, avec les 3278 hospitalisations, si c'était ça le critère, dans le fond, on ne serait pas prêt à des mesures d'assouplissement? Est-ce que je comprends bien? Oui et non, dans le sens qu'il est certain que l'actualité, c'est-à-dire la charge actuelle dans le système de santé est très importante, c'est fragile, mais en même temps, que ce soit pour ceux qui sont dans le système de santé, qui y travaillent, ou comme pour toute la population, il faut donner un espace pour permettre de vivre différemment et de continuer à vivre dans cette dimension-là, de vivre progressivement avec le virus, tout en étant prudent. Au moment où on se parle, on a vu l'inflexion arriver. Toutes les données convergent pour dire que cette inflexion pourrait continuer. Alors, est-ce qu'il faut attendre que ce soit parfaitement rétabli pour donner de l'espace? Je pense que non. Je pense que c'est un calcul correct du risque de la charge hospitalière qui peut se stabiliser ou, en l'espérons, pas réaugmenter, et du besoin pour les gens de socialiser. Je pense que le calcul est bien fait. Merci. Question pour le premier ministre à présent. On annonce la réouverture partielle des restaurants. Ça fait plusieurs fois qu'on annonce ouverture, fermeture, réouverture, fermeture. On présente la même chose pour les salles de spectacle, les bars, les gyms. Beaucoup de citoyens, des commerçants qui disent il faut que ça arrête. Il faut trouver d'autres solutions la prochaine fois. Il faut identifier
dès maintenant des solutions pour éviter, s'il y a un nouveau variant, qu'on retombe dans une fermeture? Est-ce que c'est un engagement que vous êtes en mesure de prendre, de trouver des solutions alternatives pour faire en sorte qu'on cesse ce cycle d'ouverture et de fermeture perpétuelle? Bon, évidemment, d'abord, ça fait partie des discussions avec la santé publique. Là, on ne veut pas jouer au yo-yo avec les restaurants, même s'il y a eu 5 vagues, donc 5 hausses, 5 baisses. La vaccination change la situation. Donc, plus les gens vont être vaccinés, plus ça nous aide pour les éventuelles prochaines vagues. Puis, comme je le disais en début, on essaye actuellement de travailler à augmenter la capacité hospitalière pour être capable de mieux vivre avec le virus dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, on agit sur à peu près tous les déterminants, mais évidemment, on s'est assuré là, qu'on avait assez de place pour être capable de poser le geste qu'on pose pour lundi prochain sans être obligé, à moins qu'il arrive quelque chose de vraiment imprévu, de reculer. On va passer à Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Bonjour, messieurs. Il n'est plus question, là, dans vos discours, des commerces de soins corporels pour l'application du passeport vaccinal. Est-ce qu'on comprend qu'il n'est plus question d'appliquer le passeport vaccinal à d'autres commerces que ceux dont c'est déjà le cas à l'heure actuelle? Et pourquoi vous avez pris cette décision-là? Bien, écoutez, on a dit qu'on faisait les choses de façon graduelle, Madame Lajoie. Là, je pense qu'on le voit comment ça rejoint un très grand nombre de personnes. Là. Hier, vous avez vu les commentaires sur les grandes surfaces. Là, ça rejoint beaucoup de monde. Notre objectif, c'était de trouver des secteurs qui rejoignent justement les gens pour toutes sortes de raisons, un enjeu de communication dans leur quotidien. Je pense que c'était le premier objectif, puis peut-être que Dr Boileau peut... Mais il n'y a pas d'autre chose qui est pour nous, mais peut-être que Dr Boileau peut commenter sur s'il y avait d'autres secteurs. Là. Bien, écoutez, c'est sûr que le passeport vaccinal, c'est un outil qui a été important, qui est évalué, puis qui est utile, puis qui va continuer à être utile pendant encore un petit bout de temps. Est-ce qu'on doit l'élargir? Est-ce qu'on doit ajouter d'autres conditions autour de ça? C'est en train d'être étudié. C'est pas simple, mais chose certaine, c'est que le message doit rester le même. Continuez à vous protéger, allez vous faire vacciner, puis particulièrement ceux qui sont plus à risque, les personnes de plus de 60 ans. Donc, les soins corporels de ce côté-là, c'est une bonne idée là, d'en profiter. Mais allez chercher votre dose de rappel avant. Ça, ce serait le meilleur geste. Puis avec ça, bien, les soins corporels vont être pas mal plus agréables. Merci. Peut-être une question plus technique au sujet de la reprise des sports. À l'heure actuelle, dans les écoles, les jeunes du primaire et du secondaire doivent porter le masque, non seulement dans les cours d'éducation physique, mais aussi dans les programmes de concentration sport et de sport-études. Est-ce que donc la réouverture des sports du parascolaire à compter de lundi, est-ce que les jeunes devront porter le masque? Idéalement, oui. Je sais que ça peut surprendre des gens de dire, ben, il me semble que quand ils jouent au basketball ou au hockey, tout ça, ils ne devraient pas porter le masque. Là. On le comprend, on est tous conscients de cet effet un peu surprenant, mais ça reste quand même une barrière très efficace et ça évite, en tout cas, ça réduit les risques de contagion entre ces enfants-là, entre les jeunes, qui peuvent ensuite le disperser à d'autres, le disperser à leurs parents, à leurs grands-parents. Donc, je sais que c'est une période un peu particulière, mais pour moi, il n'y a pas de doute qu'il s'agit de quelque chose qui peut continuer à être justifié en ce moment et de tenter de réduire la transmission. C'est une bonne idée quand on permet la réouverture comme ça. Voilà. Mais idéalement, oui, ça veut dire est-ce que ce sera exigé aux jeunes qu'ils portent un masque à compter de lundi prochain dans les sports? Bien, moi, je pense que les personnes responsables devraient y voir et l'encourager vivement. Maintenant, il peut y avoir des situations très particulières. Là, je ne les connais pas tous, mais médicalement, je pourrais vous en dire une couple, mais ce n'est pas le point. Là. Le point, c'est essayons de profiter de cette occasion qui nous est donnée de reprendre le sport. Puis c'est pas juste le sport, hein. C'est aussi les jeux d'échecs, les activités théâtrales de toute nature là, dont les jeunes peuvent bénéficier. Alors, essayons de garder toutes les mesures pour diminuer la transmission, puis le port du masque en est une qui est importante. Alors, profitons-en. On va passer à Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour, M. Legault. Avec des assouplissements que vous annoncez aujourd'hui, on sait que les 5-11 ans ont dépassé le 60 % de première dose. Où vous en êtes sur la levée de l'urgence sanitaire? Bien, écoutez, on a dit que c'était probablement le principal facteur, c'était la vaccination des 5-11 ans, mais on est quand même dans un contexte là, où on est en pleine pandémie. Je pense qu'il faut laisser les prochaines semaines. On a dit qu'on avait hâte de pouvoir l'enlever, mais qu'il y aurait des critères. Le 5-11 ans en était un, mais pour le moment, je pense qu'on regarde comment les choses évoluent. On le voit que c'est encore très critique, là, puis je pense que tout le monde en est convaincu maintenant que c'est très critique dans la santé avec nos employés, nos hospitalisations. Je pense qu'il faut voir une certaine stabilité dans ça là, avant d'aller plus loin. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui veulent commenter, là, mais... Non, merci. Peut-être M. Boileau ou M. Dubé, on voit que les hospitalisations baissent tranquillement, mais ça baisse quand même. En même temps, on voit qu'il y a beaucoup de décès par jour, 60, même 80 par jour. Est-ce que, malheureusement, les hospitalisations baissent en grande partie à cause des décès? Non, ça, il faut être très clair là-dessus parce que les hospitalisations, premièrement, les gens qui, malheureusement, on doit rapporter comme décès, ne décèdent pas nécessairement à l'hôpital. Dans des journées où on a eu un grand nombre de décès qui sont rapportés, là, on ne reviendra pas sur l'analyse des décès s'ils sont avec COVID ou par la COVID. Là, on est en train de faire un groupe de travail là-dessus. Mais une journée où on a eu de grands nombres de décès, il y avait la moitié de ces décès-là qui étaient dans les hôpitaux, mais d'autres qui étaient ailleurs. Donc, c'est pas la réduction des hospitalisations, c'est pas le nombre de décès qui explique la réduction des hospitalisations. Ça, c'est à votre réponse. Mais c'est certain qu'en ce moment, je vous dis, quand on regarde les entrées et sorties dans les hôpitaux, hier, par exemple, où il y a une différentielle positive de 20, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 sorties de plus que d'entrées, on a eu quand même 250 entrées puis 230, le contraire, 230 entrées puis 250 sorties. Bien, écoutez, on a eu, il y a 10 jours, 450 entrées. Fait qu'on pourrait penser que si ça continue de bien aller, bien, à un moment donné, les 450 personnes qui sont rentrées il y a 10 jours, ils vont finir par sortir de l'hôpital. Donc, c'est un peu pour ça que les prévisions de l'INES, puis vous allez le voir jeudi matin avec les statistiques, vont montrer cette décroissance-là dont on parlait. Donc, ça, je pense que c'est encourageant. Puis encore une fois, ce n'est pas juste une question de décès. Merci. On va passer à Alexandre Robillard, Le Devoir. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une question pour M. Legault et M. Boileau. Le Collège des médecins, la commissaire à la santé et au bien-être, aujourd'hui le scientifique en chef, ont demandé plus d'indépendance de la santé publique. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tenir des conférences de presse conjointes et est-ce que ça empêche la santé publique d'exprimer des points de vue différents de ceux du gouvernement? Bien, écoutez, il y a des avantages et des désavantages à faire des points de presse ensemble ou de faire des points de presse séparés. Je pense qu'il y a une question de vulgariser puis de bien communiquer les mesures qui sont annoncées. Donc, évidemment, la santé publique est indépendante, fait des recommandations qui sont indépendantes, mais nous, on pense qu'il y a plus d'avantages à faire des points de presse ensemble pour bien communiquer les consignes aux citoyens. M. Boileau? Bien, écoutez, si les gens se posent des questions sur l'indépendance de la santé publique, là, je peux le prendre même sur moi. Là. Je pense que ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis là. Je connais ce système-là. J'y œuvre depuis un certain temps comme président-directeur général d'instituts complètement indépendants. Et moi, j'arrive avec cette même attitude-là, puis je peux vous assurer, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai, les gens pourront juger, mais que c'est hautement respecté. Il n'est pas question d'arriver avec des négociations sur des idées scientifiques. La science s'exprime telle qu'elle est. Il y a des incertitudes dans la science, il y a des choses imprécises, mais on est capable de bien l'exprimer. Puis en ce sens-là, moi, je pense qu'avec l'appui des directeurs régionaux de santé publique et du réseau d'expertise des 2 instituts nationaux, on est capable de positionner la science là où elle doit être, puis de faciliter la prise de décision. Alors, on est
moi, je me sens très indépendant. En tout cas, je l'agis comme ça. Puis sincèrement, j'ai pas vu d'autre chose m'en empêcher. Rien, personne. Oui, puis M. Boileau, en fait, pour poursuivre, quand même là-dessus, le directeur de la santé publique de la Gaspésie puis le scientifique en chef ont émis des réserves sur l'efficacité du projet de contribution financière que M. Legault veut imposer aux non-vaccinés. Moi, j'aimerais savoir ce que vous allez prendre position et si oui, qu'est-ce que c'est votre avis à ce sujet? Bien, écoutez, la santé publique n'est pas là pour venir prendre position sur tous les aspects qui touchent l'organisation d'un gouvernement puis toutes les politiques. Elle est là pour accompagner la gestion de la pandémie. Il peut y avoir des sujets comme ça qui sont liés et importants, mais encore faut-il qu'on soit capable de donner une opinion structurée puis de qualité pour ça. Il faut qu'on nous la demande aussi. Puis pour l'instant, en ce moment, on est très pris sur la gestion de la pandémie. Alors, on ne regarde pas d'autres choses sur d'autres politiques là, qui pourraient être proposées ou émerger. Mais de ce côté, je n'ai pas d'avis à formuler tout de suite. Je n'y ai même pas réfléchi. On est pris sur bien d'autres choses, puis c'est correct. Puis quand même, vous dites, bon, M. Legault... Oui. M. Legault, vous dites, bon, la santé publique est indépendante. M. Boileau, vous dites la même chose. Comment vous expliquez dans ce cas-là la perception qui motive des gens qui ont une crédibilité, là, comme le scientifique en chef, le commissaire à la santé au bien-être, puis le Collège des médecins, à réclamer plus d'indépendance? Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Bien, il faut leur poser la question à eux autres. Là, c'est sûr que si on avait des points de presse séparés, il y aurait des avantages peut-être sur la perception d'indépendance, mais il y aurait peut-être des désavantages sur la qualité de la communication. Donc, bien, il faut leur poser les questions à ces personnes-là. Pourquoi eux autres pensent que la santé publique n'est pas indépendante, là? Le directeur national pense qu'il est indépendant. Nous, on pense qu'il est indépendant. Donc, s'il y en a qui pensent le contraire, bien, c'est à eux autres à expliquer pourquoi. On va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Simon Bourassa. Je pourrais ajouter, si vous me permettez, que cette idée d'avoir des points de presse séparés, des points de contact avec les médias pour bien expliquer les choses et les points de vue qui émergent à la direction nationale, elle est retenue. Alors, ça va se passer dans les prochains jours et ça va se passer. Donc, pour moi, c'est une condition qui a été tout à fait acceptée et qui va se matérialiser sous peu. Simon Bourassa, à nouveau. Oui, bonjour. Concernant la reprise du sport, pourquoi exclure le sport collégial et universitaire? Qu'est-ce qui justifie cette décision, au-delà d'y aller mollo, comme dirait M. Legault? On ne l'exclut pas. On ne l'exclut pas, non. OK, donc... tous les sports pour les moins de 18 ans là, vont être permis jusqu'à un maximum de 25 personnes. OK, mais collégial, universitaire, la plupart des gens ont 18 ans et plus. Ben écoutez, c'est que la plupart, oui, effectivement, ont 18 ans et plus. Puis pour le collégial et l'universitaire, c'est la même chose, là. C'est-à-dire, c'est pas pour tous les adultes, autrement dit, les sports d'activité chez des adultes, mais pour ceux qui sont étudiants dans les collèges et les universités et qui pratiquent des sports et que ce soit des athlètes ou des équipes sportives, ils vont pouvoir reprendre ça pour les entraînements, pas pour faire de la compétition et des tournois où là, le risque de contagion augmente beaucoup plus avec les participants dans les gradins puis entre les équipes. Mais pour l'entraînement, pas de souci. Dès la semaine prochaine, c'est le cas pour tous les étudiants du primaire, secondaire, collégial et universitaire. Parfait, merci de la précision. Puis, tant qu'à vous avoir, M. Boileau, le dirigeant de l'OMS qui a parlé cette semaine là, de la fin possible de la phase aiguë de la pandémie qu'on vit actuellement. Qu'est-ce que ça vous dit, cette déclaration? Bien, c'est une bonne nouvelle si on regarde ça sur le plan planétaire, mais ça n'a pas encore atteint toutes nos données à nous, parce que ça continue à évoluer. Là, sur la planète, l'Omicron prend de l'espace beaucoup. Déjà, des centaines de millions de personnes qui ont été infectées. Alors, au Québec, il faut regarder ça dans notre propre contexte. Puis, visiblement, je pense qu'on est en train de prendre les mesures et le contrôle sur cette évolution de pandémie, puis espérons qu'elle va s'estomper pour nous, comme pour d'autres ailleurs dans d'autres pays. On va maintenant passer aux questions en anglais. We'll switch to questions in English. One question, one follow-up, and we'll start.
Alors, le premier ministre Legault qui a commencé son point de presse il y a maintenant 1 heure en disant « On est sorti du tunnel », même si c'est un peu difficile à croire pour l'instant, parce qu'on a l'impression qu'il fait encore pas mal noir dans le tunnel. Il dit « Le train de la santé est magané. Le système, depuis des années, souffre. » Mais on a senti également que le gouvernement Legault répond à une certaine grogne, un certain mécontentement des Québécois, une impatience face aux mesures sanitaires. Et là, on jette du lest dans les sports, les restaurants, les rencontres à la maison, dans les RPA. Bref, Alex, je pense qu'il y a un message là, qu'on envoie. Et bon, on dit qu'on écoute la santé publique. Oui, mais ça tombe bien parce que je pense que les Québécois là, commencent à en avoir assez de ces mesures et que qu'on leur coupe l'herbe sous le pied là, à tous les 2 mois. 5 vagues, 5 hausses, 5 baisses. Bref, il y a là pour peut-être calmer un peu les appréhensions et l'impatience des gens. C'est un effort que le gouvernement a fait, Christian, pour la santé mentale des Québécois. C'est très clair qu'on comprend la grogne populaire, on sait qu'il y a une pression importante. Donc, on veut non seulement permettre aux gens de se rencontrer un peu plus, on veut aussi donner une certaine prévisibilité aux entrepreneurs. On veut favoriser l'activité physique aussi. Beaucoup de gens qui ont parlé au cours des derniers jours, des jeunes, qu'est-ce que ça fait de ne plus faire de sport quand on a 12, 13 ou 14 ans? Qu'est-ce que ça fait pour l'avenir? Dans l'immédiat, c'est sûr que l'activité physique, c'est bon pour la santé, mais souvent, il y a un décrochage des jeunes qui vont terminer, disons, à 16 ans, sortent de l'école et ne reviennent plus au sport par la suite. Alors que s'ils ont pratiqué beaucoup de sport entre 13, 14, 15 ans, 16 ans, par exemple, lorsqu'ils sont rendus à 40 ans ou 30 ans, ils peuvent se remettre au sport. Bref, ça a un impact sur le plus long terme. Et c'est ça que veut faire le gouvernement. C'est de dire, là, en ce moment, on a une situation épidémiologique qui est loin d'être parfaite. Mais on a quand même une diminution des hospitalisations. On a une vaccination qui se passe, somme toute, assez bien au Québec. On a l'arrivée d'un antiviral aussi qui a été approuvé par Santé Canada. Et le statut du personnel est plus stable. Dans le réseau de la santé, on sait qu'il manque encore 12 000 employés, mais au moins, là, on a l'impression qu'il y a une certaine stabilité avec les gens qui ont accepté d'être portés volontaires dans la fonction publique. Mais il y a un mot, Alex, qui est revenu très souvent, surtout au début du point de presse, et c'est mollo. Allons-y, mollo. Exact. Donc là, on veut y aller étape par étape. La première phase de ce qu'on annonce, c'est de dire pour les restaurants, on ouvre à moitié de la capacité, les gens peuvent se rencontrer, 2 bulles familiales à une table, 4 personnes qui viennent d'adresses différentes, donc là, on a une possibilité de socialiser. À la maison aussi, même principe, 2 bulles familiales ou 4 personnes, une façon d'échanger. Ce qu'on veut faire aussi dans les résidences pour personnes âgées, dans les milieux de vie pour personnes âgées, où on annonce qu'il va y avoir plus de flexibilité dans les CHSLD et les RPA. Et c'est l'argument pour lequel on a décidé d'attendre un peu avant de permettre aux gens de retrouver leur salle de spectacle et leur salle de cinéma, parce qu'on dit essentiellement que ce sont de plus grands rassemblements. Ouais. On comprend qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas d'infection ou de transmission de la COVID-19 dans ces salles de spectacle. Le Dr Boileau le dit lui-même. Mais on va du plus petit au plus grand. Les rassemblements sont plus petits au restaurant, sont plus petits à la maison, permettent d'échanger, ce qui est bon pour la santé mentale. Et éventuellement, le 7 février, donc, on permettra une ouverture dans les salles avec 500 personnes maximum et 50 % de la capacité pour que les gens puissent aussi... consommer de la culture au Québec. Donc, 2 dates importantes à retenir de ce point de presse, Alex. Le 31 janvier pour les restaurants, les bulles à la maison et les sports également. Oui. Et 7 février, là, c'est cinéma, salle de spectacle, salon funéraire, lieu de culte également. Ça, culturel. Oui, lieu de culte également, M. Et on n'a pas entendu parler, effectivement, il y a eu culte, très important de le dire. Et on n'a pas parlé, par contre, de gym, les sports pour adultes, parce que pour ce qui est des sports, c'est seulement les 18 ans et moins. Ouais. Les spas, donc il y a encore plusieurs inconnus. C'est sûr qu'on va en entendre parler, mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire, dit François Legault. Bien, merci beaucoup, Alex. On vous retrouve tout au long de l'après-midi. Nous, on va faire une courte pause, si vous le voulez bien, et on est de retour tout de suite après. Restez des nôtres.